Bonjour à tous et bienvenue, ou plutôt que on la way, l'expression favorite des Mexicains, ce fameux way pour dire mec, c'est un peu l'équivalent de tío en Espagne ou de mayo au Costa Rica. Ah, ça vous allez l'entendre si vous allez au Mexique ou si simplement vous parlez à quelques Mexicains exilés en Europe, c'est une tradition. Bref, aujourd'hui on parle de cette sélection qui ravit beaucoup d'observateurs de ce mondial. C'est pas tellement surprenant vu la dernière édition qu'ils avaient réalisée. Même si les qualifications ont été assez dures dans la zone CONCACAF. Et forcément, le football mexicain, on a plusieurs articles, enquêtes, reportages qui ont été publiés ces dernières années en Europe grâce à l'arrivée d'André-Pierre Gignac au club de Tigres. Alors, je ne vais pas dire des choses révolutionnaires, je vais tout de suite vous dire que pour ceux qui s'intéressent au football mexicain, je vous ai mis dans les liens de la description les comptes Twitter de Thomas Goubin, de Diego et de Lucarno Posé. Donc ce sont des gens, notamment Thomas Goubin qui est correspondant pour plusieurs médias en France à Guadalajara, donc qui a écrit notamment un livre sur Marcelo Bielsa et tout. Et donc voilà, ces gens-là en parleront beaucoup mieux que moi. Je vais simplement faire une petite vulgarisation et pour ceux qui ont envie, j'ai mis plein de liens pour approfondir ça en lecture ou pourquoi pas en vidéo. Bref, le football mexicain avant tout, c'est déjà une première division avec aucun stade en dessous de 21 000 places. Donc je ne sais pas si vous imaginez. Et une affluence moyenne qui dépasse forcément 13 000 spectateurs. 13 000 étant la plus petite affluence de l'année dernière, c'est Lobos je crois. Et ça peut aller jusqu'à plus de 40 000, notamment pour Monterrey et Tigres. Il y a plein de clubs mythiques au Mexique, je veux dire Pachuca, Cruz Azul, l'Atlas dont vient Rafael Marquez. Enfin bref. Il y a tellement de villes importantes, outre Mexico, cette mégalopole sans foi ni loi de plus de 20 millions d'habitants. Je veux dire, on est dans un pays très très large, il y a plus de 120 millions d'habitants, et c'est absolument un terroir idéal si vous voulez développer un football professionnel qui forcément génère beaucoup de revenus de par cette aficionne, comme on dirait là-bas, de par tous ses fans. Ce qui est même très intéressant dans le football mexicain, c'est que ça ne se concentre pas uniquement donc à Mexico. Vous avez des clubs un peu de partout, vous en avez même à Tijuana. Alors Tijuana, c'est vraiment au nord du Mexique, c'est à côté de la frontière états-unienne. Et ce qui est assez marrant à Tijuana, je vous ai mis quelques documentaires pour ceux que ça intéresse, vous avez beaucoup de fans de Californie qui viennent soutenir le club de Tijuana. Ça, c'est assez marrant niveau échange États-Unis-Mexique. Alors, ce championnat, il y a également des stades mythiques. Le stade Azteca de Mexico, qui fait je ne sais pas combien de places, 80-90 000, qui est un stade des plus connus. À Guadalajara, pareil, ce sont des noms qui portent. Et cette année au Mondial, indépendamment de ce jeu festif, avec beaucoup de spectacles, de ce championnat qui suscite beaucoup d'attrait, parce qu'on n'est pas dans un championnat bidon. Déjà, c'est un championnat qui a des finances très importantes, où beaucoup de joueurs émargent à plus de 150 000 nets par mois, sans compter les stars. Un championnat qui a donc de la passion, de la furie, sur plusieurs grandes villes, ok. Et pourtant, dans ce mondial-là, on parle énormément du capitaine historique, Rafael Marquez, qui fait son 5e mondial, qui, je pense, vous le savez, a été mis sur la liste noire un peu du gouvernement américain à propos d'un possible blanchiment d'argent pour un grand narcotrafiquant mexicain. Alors, en fait, le fils de ce narcotrafiquant-là est le parrain d'un des enfants de Marquez. Et en fait, Marquez aurait servi de prête-nom sur plusieurs entreprises, notamment une association qui vient en aide aux plus démunis. Il y en a d'autres dans le domaine médical. Ça servirait de prête-nom pour ce narcotrafiquant-là. Et donc, toutes les possessions de Marquez aux États-Unis, ou tout ce qui a relation avec les États-Unis, de par ses biens aussi mexicains, ont été gelés. Et sauf qu'il y a un problème à la Coupe du Monde. C'est qu'aujourd'hui, si vous êtes un logo américain, une entreprise américaine, et que Marquez passe à côté, et que potentiellement on peut dire qu'il y a un lien, c'est une amende potentielle de 10 millions de dollars. Donc, il y a eu un article excellent de Tariq Panja du New York Times qui t'expliquait que Marquez, entre guillemets, il frôle les murs, il ne peut pas être en connexion avec tous les sponsors, c'est-à-dire que même son maillot d'entraînement, il n'y a pas de sponsor, que si, admettons, il va gagner, il va être homme du match, il reçoit un trophée de Budweiser, c'est américain, donc pareil, il ne peut pas. Donc il y avait justement tout un plan qui a été fait au cas où ça arrive pour éviter ce genre de truc. Alors Marquez, évidemment, proclame son innocence et tout, mais c'est très symbolique de ce qu'est le football mexicain également, parce que c'est une réalité. Alors, j'ai pas envie de dire que le Mexique, c'est rempli de narcos, etc. C'est quand même une réalité aujourd'hui. Tu peux pas faire sans dans le football. Il y en a énormément. Et il y a beaucoup de choses bizarres dans le football mexicain. Vous avez un peu, on l'appelle le patron du foot mexicain, il s'appelle Monsieur Lara, qui se vante publiquement de posséder d'autres clubs. Un en Équateur, un en Suisse, un en Portugal. Et en gros, le mec, il fait ce qu'il veut. Mais ça, dans les registres, ça n'existe pas. Donc, ça a été avéré que beaucoup de mecs ont mis de l'argent dans le foot, bon, voilà, des criminels et autres. C'est arrivé dans plein d'autres pays, il ne faut pas faire les vierges effarouchées, va en Argentine, on est très bon pour donner des leçons en Argentine, mais on n'a pas le cul propre, laissez-moi vous le dire. Et donc forcément, on est un peu
je vais te dire, un peu traumatisé par ça, par ce truc de Marquez. On a tendance à trop réduire le football mexicain à ses potentielles dérives qui existent, et il ne faut pas oublier tout le reste. Il ne faut même pas oublier, et c'est un dossier magnifique que Lucarne a composé, je vous ai mis le lien en description, autour de l'América. L'América qui est un club absolument énorme, qui est sans doute le plus détesté et le plus aimé à la fois du Mexique. Alors, il ne fait pas eux qui font les plus grosses affluences actuellement, c'est plus Monterrey et Tigres, mais ce club-là a développé un sentiment spécial, un mode de vie, comme les gens disent, qui s'appelle l'américanisme. Alors ça, je ne vais pas développer plus longtemps, mais c'est très très intéressant, et ça a à voir également avec la ville de Mexico, où soit on l'aime, soit on la déteste. Et même quand on l'aime, on va parfois la détester, parce que c'est devenu... Bon, Mexico, pour tous ceux qui y vont, c'est quand même sans foi ni loi, je crois. Et tout ça fait que le football mexicain a un côté ultra intéressant et paradoxal. C'est à la fois ultra festif, mais dans le même temps, t'as ton mec le plus historique qui doit frôler les murs, il peut pas être à côté de tous les logos, parce que forcément, il est sur la liste noire de la justice américaine. C'est ultra paradoxal. Je veux dire, c'est un football ultra populaire, mais dans le même temps, t'as des mecs, on va dire, très très noirs qui le gouvernent. Très intéressant le Mexique, qui attire de plus en plus de stars, on va dire, asiatiques. Je crois que Honda joue là-bas, si je dis pas de bêtises, en Europe, qui viennent et tout. Et c'est très intéressant dans leur politique de recrutement. J'ai pas énormément regardé le match du championnat du Mexique, je suis tombé dessus parfois. Souvent, tu te fais rarement chier, tu te fais très rarement chier, et ça se voit d'ailleurs avec cette sélection-là. Donc, bah écoutez, bonne chance à eux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouvera ces prochains jours pour faire la partie 2 autour de l'Argentine quand même. Et puis forcément, le début des préliminaires de Coupe d'Europe, mon amour éternel, avec du Gibraltar, du Kosovo, etc. Je vous raconterai l'histoire d'un pote qui va jouer l'Europa League alors que c'est un coiffeur. J'espère que ça vous plaira. Allez, à bientôt.